Bonjour belle âme et bienvenue sur mon podcast À la rencontre de l'invisible. Je suis Vanessa Otadi, ton enseignante cosmique, et aujourd'hui on va discuter ensemble de comment je suis devenue une enseignante cosmique au juste. Et qu'est-ce que ça mange une enseignante cosmique en hiver? Pour commencer, il faut évidemment que je te parle de ma naissance, de mon enfance. Je suis née avec des dons éveillés comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience. J'entends, je vois, je sens, je ressens le monde invisible depuis que je suis née. Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose d'extérieur à moi. Ça a plutôt été quelque chose qui faisait partie de ma vie. Et on ne m'a jamais remis en doute non plus là-dessus. Tout ce que je voyais, j'entendais, tout ce que je sentais ou ressentais était pour moi quelque chose de totalement normal. Quelque chose qui faisait partie de la vie, en fait. Et comme on ne m'a jamais remis en doute, eh bien, je ne l'ai jamais remis en doute non plus. Donc, ça faisait partie de mon quotidien, c'est devenu mon quotidien. Pour moi, voir le monde invisible, ça se décrivait comme voir des entités lumineuses qui passaient au travers de ma chambre, en me regardant parfois ou en me disant bonjour ou en m'ignorant totalement aussi. C'était de voir régulièrement les fantômes des gens décédés qui venaient voir comment j'allais, de voir mes parents, de me parler et de savoir si je pouvais livrer des messages alors que j'étais toute jeune, que j'avais 5-6 ans. C'était aussi de voir les millions d'autres choses qu'il y a dans le monde invisible, comme les vortex énergétiques, les ascenseurs énergétiques, les murs, les autres bâtiments, les autres choses qui existent mais qui n'existent pas vraiment. Tu me comprends? Et puis évidemment, à un moment donné, j'ai voulu aller plus loin, j'ai voulu voir plus loin. J'ai demandé, j'ai parlé, j'ai eu des discussions, j'ai posé des questions. Parce que d'une certaine façon, les seules personnes qui avaient les réponses, c'était les gens que je voyais dans l'invisible. Je ne pouvais pas demander à mes parents qui c'était ça, qu'est-ce que c'était ça. Il n'y a personne qui comprenait, il n'y a personne qui savait. Et évidemment, ça trahit un peu mon âge, mais quand j'étais jeune, il n'y avait pas Internet. Donc c'était très difficile d'avoir les connaissances, au contraire de maintenant. J'ai fait, à un moment donné, la rencontre du géant bleu. Je l'appelle le géant bleu parce que pour moi, la première fois qu'il s'est présenté à moi, c'était une grande masse informe. Tout à fait, genre d'un bleu électrique, d'un bleu indigo extrêmement puissant. J'étais clouée dans mon lit. C'était impossible pour moi de bouger. Et il y avait cette masse énorme qui se dirigeait vers moi, qui faisait au moins 3 mètres de haut, qui avait l'impression... Tu sais, t'avais l'impression d'avoir un géant qui se penchait un peu la tête parce que sa tête dépassait du plafond et qui me regardait au travers de ses yeux bleu indigo avec passion, mais avec amour, bienveillance. Il avait une férocité, une authenticité. On le savait très bien que c'était un guerrier. On n'avait pas besoin de voir une épée ou un bouclier. Et évidemment, j'ai su plus tard que c'était l'archange Michael. Et ça a été la première entité lumineuse avec qui j'ai vraiment cliqué et avec qui j'ai vraiment appris. D'ailleurs, j'explique mon parcours avec lui, ma vie avec lui, dans mon livre, dans ma trilogie Yahweh les Invisibles. Mon premier tome, Le Géant Bleu, parle évidemment de notre rencontre et de comment il m'a un peu tout montré de la vie et de comment gérer le monde invisible en fait. Parce que c'est bien beau le voir, l'entendre, le sentir, le ressentir. Si on ne sait pas comment le gérer, ben, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Au travers du temps, au travers de mes expériences avec le monde invisible, avec l'archange Michael, avec mes autres guides qui sont apparus, j'ai vu et remarqué que j'étais malheureusement la seule. Comme je le dis, sans Internet, c'est très difficile de savoir qui est comme toi,
qui te ressemble, qui vit les mêmes choses. Parce que vivre avec le monde invisible, c'était tabou et ce l'est encore. Ce qui fait en sorte qu'à 12, 13, 14 ans, alors que tu vois de plus en plus que tu es à l'inverse de tout le monde, que tu ne ressembles en rien à ces petits humains qui ont l'air d'être préoccupés seulement par leur nombril, par la mode, par les choses futiles et superficielles de la vie. Quand tu es constamment rejeté parce que tu as l'air weird, totalement différente, bizarre. Quand tu te rends compte que les seules choses que les gens veulent, c'est appartenir, alors qu'ils ont le sentiment d'être totalement solitaires. Et ça fait en sorte que toi aussi tu te demandes, est-ce que j'appartiens à une clique? Est-ce que moi aussi je peux faire partie d'une tribu, d'une équipe? Est-ce que moi aussi je fais partie d'une culture? À part le monde invisible, dans le monde physique, il n'y avait rien pour moi. Personne n'avait l'air de me comprendre, personne n'avait l'air de m'apprécier, personne n'avait l'air de savoir trop quoi faire avec moi. Et littéralement, je ne savais pas quoi faire avec les autres non plus. Parce que d'une certaine façon, quand tu es toujours entre deux mondes, il y a évidemment un des deux mondes que tu vas préférer. Un des deux mondes où tu vas vraiment t'investir, comprendre, apprendre. Je suis une enfant mixte, métissée. J'ai 2, 3, 4 cultures même. Et évidemment, au travers de ma vie, j'ai passé d'une culture à une autre sans jamais m'enraciner. Ça a été la même chose avec le monde invisible. Ça a été la même chose avec le monde physique. Si je devais évidemment pénétrer plus profondément à l'intérieur du monde invisible, tout le monde physique s'écroulait derrière. Alors que j'apprenais les coutumes d'entrer en contact avec les êtres invisibles de ma vie, les fantômes, comment parler aux énergies, comment reconnaître les énergies, je prenais évidemment pas le temps d'apprendre et connaître et reconnaître les coutumes, la communication avec les êtres humains. Et j'ai donc évidemment souffert à 15 ans de me retrouver totalement seule, totalement délaissée de ce monde physique-là dans lequel je vivais réellement en fait. Donc à un moment donné, je me suis retournée vers ce grand géant bleu et j'ai dit « Ça suffit. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus faire partie de votre monde. Je veux être humaine. » Étrangement, j'avais dit ça aussi à mon père. Mon père est iranien et je lui avais dit à 3 ans, 3-4 ans je pense, il n'y a personne qui comprend quand je parle farsi, à part toi, papa. Donc non, je ne veux plus. Je ne veux plus faire partie de ta culture, je ne veux plus faire partie de cette minorité-là. Je veux que la masse me comprenne. Donc je vais commencer à parler en français. Le monde invisible, évidemment, a subi le même sort. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai dit que je voulais faire partie de la masse, que je voulais plus avoir de relations privilégiées avec ces êtres-là qui étaient là depuis le début. Évidemment, ils l'ont accepté, mais à quel prix? On en parlera dans un autre épisode de podcast ou bien si vous m'avez déjà entendu en parler régulièrement sur ma page. Quand on demande quelque chose à l'univers écoute. Et quand on dit quelque chose, le corps entend. Donc quand j'ai dit littéralement que je voulais plus voir le monde invisible, ma vue est passée de parfaite à complètement myope. En dedans de quelques semaines, j'ai eu des troubles de la vue. J'ai arrêté évidemment de voir le monde invisible, de l'entendre, de le sentir, ressentir. J'ai eu des lunettes et j'ai essayé de fitter dans le moule de l'être humain. De l'être humain, pas de la façon que je le vois maintenant, mais vraiment l'être humain adolescent qui, en crise identitaire, essaye juste de s'identifier. Et comme il n'y avait personne d'autre que moi qui s'identifiait à voir le monde invisible et à vivre avec lui, eh bien,
J'ai arrêté. Donc, je me suis retournée vers le monde physique et j'ai essayé du mieux que je pouvais de m'intégrer. J'ai intégré des cliques, j'ai intégré des gangs, j'ai intégré différentes activités parascolaires. J'ai essayé de me faire des amis, j'ai essayé d'être sociale. J'ai essayé de faire comme tout le monde, en fait. Mais personne n'est comme tout le monde. Tout le monde est unique. Et tant et si longtemps que tu ne trouves pas ta tribu et que tu ne trouves pas les êtres qui te ressemblent et qui veulent vivre les mêmes choses que toi, ben, tu peux avoir l'impression que tu fais à nulle part. La réalité des choses, c'est que j'étais en train de me retirer de ma propre tribu. Ma tribu, ça a toujours été le monde invisible. Et pas parce que je veux fuir dans le monde invisible et pas être sur la terre, mais bien parce que ma mission était de faire le pont. De faire le pont entre ce monde invisible-là et tous les autres êtres humains qui avaient besoin de moi pour les soutenir, pour leur montrer que c'était possible d'aller à leur rencontre. Alors, entre 15 et 19 ans, j'ai évidemment fermé la porte. Est-ce que fermer la porte veut dire automatiquement qu'on ne vit plus rien? Non, c'est clair que non. Ce qui fait en sorte que j'ai continué de vivre les soubresauts du monde invisible, mais sans les voir, sans les prévoir. J'ai eu l'impression que ma vie était tellement difficile à comparer tout ce que j'avais vécu avant. Tellement qu'à 19 ans, alors que je pénétrais à l'université, dans un domaine qui ne m'intéressait pas du tout, mais qui faisait plaisir à mes parents, j'ai fait un burn-out. Ou peut-être même une dépression. Mais surtout, une nuit noire de l'âme. Si tu connais pas cette expression-là, une nuit noire de l'âme, c'est comme si tu tombais dans un puits profond. Et que littéralement, tu ne vois plus rien. Tu ne vois pas comment t'en sortir. Tu ne vois pas comment tu peux vivre autre chose. Et la seule façon de s'en sortir, c'est évidemment de voir ta propre lumière. De voir tes propres qualités, tes propres compétences. Et de les utiliser. Parce que c'est la seule façon que tu vas pouvoir remonter. J'ai été chanceuse. Parce qu'à 19 ans, l'univers m'a poussée dans le bon sens. J'ai rencontré enfin des guides physiques. Enfin d'autres êtres qui voyaient la même chose que moi. Mais je les ai rencontrés seulement quand j'ai dit « C'est beau. J'ai envie de vous revoir. J'ai compris. J'ai besoin de vous. » Je me suis mis à prier. Je me suis mis à genoux et je les ai suppliés de revenir. Je me suis excusée de les avoir repoussés aussi. Et je leur ai demandé de revenir et d'être avec moi et de faire en sorte que je puisse vivre réellement ma vie comme je l'avais toujours vécue avant ma crise d'ado. Le réveil a été super intense. Je suis passée de « je ne vois rien du tout » à « je vois tout » en quelques jours. C'est devenu tellement intense que mon corps n'a pas pu supporter. Disons que le monde invisible m'a dit que j'avais perdu 4 ans d'apprentissage. Et donc, il fallait vite rattraper le tout afin que je puisse commencer à faire ce que j'étais venue faire ici. Donc, j'ai dormi 20 heures par jour. J'ai eu de la difficulté à m'alimenter. J'ai eu de la difficulté à avoir évidemment une vie sociale, une vie réelle. J'ai dû arrêter l'université. De toute façon, ça m'importait peu parce que c'était littéralement pas ce que je voulais faire, ce que je devais faire dans la vie. Ça m'a pris quelques mois à remonter la pente. Et c'est là où j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré ces personnes-là qui allaient m'amener encore plus loin sur la route.
afin de devenir une enseignante cosmique. J'ai évidemment fait énormément de travail de transmutation. Pour moi, j'ai guéri des blessures qui venaient de vie antérieure. Grâce au monde invisible, j'ai pu transcender énormément de douleurs, de souffrances qui ne m'appartenaient plus, mais qui avaient encore un impact assez grand à l'intérieur de ma vie. La peur de l'abandon, la peur du rejet, le fait d'être différente. Je suis vraiment pas descendue ici pour être comme tout le monde ou pour reprendre le rôle qu'on pense qu'il faut avoir pour être un être humain. Je suis réellement venue ici pour te montrer la voie et pour m'affirmer dans qui je suis. Mais ça, évidemment, je ne l'ai pas compris avant longtemps. Au travers des guérisons, au travers des exercices qu'ils m'ont fait faire, au travers des apprentissages, des enseignements qu'ils m'ont donnés, ma mission de vie s'est installée de plus en plus. Je me suis dit, mais mon Dieu, si je vous avais pas eu, qu'est-ce que j'aurais fait? Et puis, ils m'ont montré, justement, grâce à Internet qui est arrivé à ce moment-là, des jeunes, des ados, des jeunes adultes qui ont vécu ou vivaient tout ce que j'avais vécu, mais sans aucun guide à leur côté. Alors, j'ai commencé évidemment à faire ce que je fais maintenant. Les soutenir, les guider, leur enseigner, leur tenir la main. Je n'ai jamais fait à la place des autres. J'ai montré le chemin. J'ai compris vraiment cette mission-là vers 21, 22 ans. Et j'ai commencé à le faire activement auprès des gens que je croisais, au travers des chats, au travers des forums. J'ai rencontré énormément d'autres enfants comme moi, énormément de gens qui vivaient ça. Même si j'avais jamais douté de, évidemment, ma santé mentale, ça faisait du bien de savoir que j'avais une tribu, que je n'étais pas la seule au monde à vivre avec le monde invisible au quotidien. Et maintenant, avec toute mon expérience, mon bagage, tous les enseignements que j'avais reçus, je pouvais guider les autres. Je pouvais les amener, évidemment, à vivre ça beaucoup plus sereinement. Et j'adorais faire ça. Et évidemment, on est sur Terre. Donc la vie physique, la vie humaine m'a rattrapée. Alors que je rencontrais le papa de mes enfants, j'ai pris de moins en moins de temps pour soutenir et aider les autres. J'ai fait un bac en enseignement en adaptation scolaire et sociale, parce que pour moi, enseigner, c'était ma mission de vie. Ça l'est, toujours. Et je pensais réellement que, au travers d'une salle de classe, j'allais changer la vie d'humain. J'ai été misérable, littéralement misérable pendant 10 ans, à faire ce métier que j'adorais mais qui me tuait à petit feu. Je savais que ma mission, c'était d'enseigner. Je le savais. Et je savais que ce que je faisais avec mes élèves dans le trouble du spectre de l'autisme était parfait. Et à chaque fois que j'avais des limitations physiques, à chaque fois qu'on m'obligeait à faire quelque chose qui ne résonnait pas avec moi, ça me donnait un coup au cœur. Ça me rendait triste. Ça m'étouffait. Ça m'épuisait. Je savais qu'il fallait que j'aille plus loin, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas si on voudrait de moi. Je ne savais pas si le Québec, le Canada français, était prêt à me recevoir. Parce qu'il y avait encore tellement de tabous. C'était pas quelque chose que j'avais le droit de dire, que je voyais le monde invisible. Livrer des messages comme les Américains font en plein milieu d'un centre commercial, c'est pas bien vu ici. Et c'est clair que c'est pas ça que j'allais faire, mais comment j'allais le faire? Là était la question. Et
Je suis devenue maman. J'ai vécu le miracle de la vie. J'ai vécu la grossesse avec le monde invisible, avec des âmes de bébés qui me tournent autour. J'ai vécu des accouchements avec le monde invisible, avec des êtres lumineux qui me soutenaient, qui me berçaient, qui me protégeaient. J'ai vécu la parentalité avec des enfants qui ont les dons comme moi. Et je les ai regardés et je me suis dit, c'est bon. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je soutienne les autres. Il faut que je recommence à faire ce que j'ai fait naturellement. Donner la main, enseigner, soutenir, guider. Pour vraiment permettre à l'autre de vivre sereinement avec son monde invisible et d'être capable de reprendre son pouvoir personnel par rapport à ça. Et alors, quand j'ai su que j'étais une enfant de la foudre, tout s'est éclairé. On en reparlera évidemment dans un autre podcast des enfants du cosmos, mais quand on m'a dit « Mais oui, Vanessa, tu es un enfant de la foudre », tout s'est éclairé. J'avais enfin trouvé l'être que je suis réellement, trouvé ma véritable mission, compris mes qualités, mes défis, mes compétences et comment les mettre à profit, pour vous, mais aussi surtout pour moi. Accepter pleinement qui je suis malgré les autres, malgré leurs jugements, malgré leurs propres tabous, leurs propres limitations. C'est toujours une révélation. Et c'était super clair, à partir de ce moment, que j'allais être une enseignante qui enseignerait l'univers, le cosmos, l'énergétique, et qui transmuterait toutes les choses que tu verrais pas pour l'instant, et qui t'amènerait à plonger au travers de ton inconscient, au travers de ton énergétique, au travers de ton âme, et ainsi te permettre de te voir comme moi je te vois, belle âme. Cet être divin qui ne demande qu'à s'éveiller à soi-même. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis devenue une enseignante cosmique. Voilà mes belles âmes. C'était mon histoire. Comment je suis devenue qui je suis, alors que je l'ai toujours été, comme vous pouvez le voir. Mais c'était mon cheminement, mon voyage, mon retour vers ma source, l'être extraordinaire que je suis. Et évidemment, mon but, comme je viens de te le dire, c'est de t'amener à faire et à vivre la même chose. Tu aimerais en apprendre plus sur l'univers ou même sur toi? Tu aimerais avoir du soutien pour reprendre ton pouvoir personnel et redevenir pleinement l'être divin que tu es? Je t'invite à venir me voir en consultation, où je prendrai le temps de répondre aux besoins uniques de ton âme. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée.